8 septembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce jour, la décentralisation et la gouvernance locale sont au centre de la coopération entre Madagascar et la France pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, au Novotel à l'Arbi. Ces 2 thématiques bénéficient d'une place particulière du fait de leur rôle essentiel dans la vie des citoyens. C'est la raison pour laquelle s'est tenue à Antananarive la 3e édition des assises décentralisées entre Madagascar et la France. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture de ce jour, rappelant les priorités au niveau local dans le pays. Reportage sur les images de Andora Zanjabe. La 3e édition des Assises de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France se déroule durant 2 jours, aujourd'hui et demain, à l'Arbi. Ces assises renforcent la coopération et les relations entre les 2 pays, tout en permettant de raviver et d'améliorer ces liens dans le domaine de la décentralisation. Plus de 30 projets sont actuellement menés par l'État français à Madagascar. Parmi ceux mis en avant par le président de la République, Andry Rajoelina, dans son discours d'ouverture, figurent notamment les projets bénéficiant à la capitale, surtout dans le domaine des infrastructures. La coopération bilatérale entre la France et Madagascar ont permis l'amélioration du quotidien de millions de citoyens. Entre autres, je vais citer quelques projets. Le projet Lalakil, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne, qui a permis de construire, mais surtout de réhabiliter 98 km de ruelles dans la commune urbaine d'Antananarive et 25 communes périphériques, incluant des passerelles, des escaliers et assainissement. Mais aussi le projet a bâti plus de 900 infrastructures, notamment des lampadaires pour éclairer les quartiers dans les villes les plus enclavées, ou encore la construction de plus de 115 blocs sanitaires, lavoirs et bornes fontaines confondus, et des infrastructures destinées aux jeunes, comme les bibliothèques, les espaces verts, et également des terrains de basket. Par ailleurs, de nombreuses collectivités territoriales à Madagascar bénéficient déjà de cette coopération, à l'instar de Bonglav et d'Anos. Cette rencontre met en lumière l'importance de ce type d'événement qui permet à la fois un bilan et une amélioration des partenariats futurs. La commune d'Antirabe, région Vaknakaj, fait également partie de celles qui sollicitent un renforcement et une extension de cette coopération à d'autres domaines. L'impact de cette coopération sur la vie des populations constitue l'objectif principal, comme l'a souligné l'ambassadeur de France à Madagascar. Durant ces 48 heures, les collectivités territoriales de France et de Madagascar uniront leurs efforts afin de garantir que les projets mis en œuvre par les 2 pays dans le domaine de la gouvernance locale aient des effets concrets, durables et efficaces. À Paris ou à Tana, nous avons conscience de toute leur importance dans la coopération entre nos 2 pays. Car ces coopérations ont tout simplement un impact. Impact, voilà un mot absolument clé qui vient défendre une nouvelle fois l'action de nos collectivités territoriales. Je souhaite enfin dire que ces actions s'inscrivent bien sûr dans un contexte où la République de Madagascar a engagé d'importants efforts en matière de décentralisation, à travers notamment la mise en œuvre progressive du plan national de décentralisation émergente. C'est évidemment essentiel car la décentralisation est au cœur du processus démocratique. La démocratie locale, partout dans le monde, permet en effet une action publique plus proche des citoyens, plus attentive à leurs besoins et contribue à renforcer la confiance en l'efficacité des institutions. Le président malgache a également rappelé dans son discours que les régions confrontées au changement climatique annuel font partie de celles qui attendent un soutien et une coopération renforcée en matière de gouvernance locale. Madagascar est frappé en moyenne par au moins 2 cyclones par an, particulièrement sur la côte est. Rien qu'en 2022, 4 cyclones ont traversé le pays, causant de lourds dégâts. L'objectif est de renforcer la résilience des collectivités territoriales décentralisées et les populations locales afin qu'elles puissent se relever plus facilement face à ces chocs. Ces catastrophes naturelles fragilisent nos infrastructures et affectent nos récoltes. Face à ces défis, les collectivités territoriales assument en premier la responsabilité de riposte. Elles doivent réparer les routes, reconstruire les écoles, réhabiliter les canaux d'irrigation et garantir
l'accès à l'eau potable afin de rétablir au plus vite la vie des communautés. Elle doit surtout soutenir les agriculteurs locaux pour leur permettre de surmonter les pertes et restaurer leur culture au plus vite. Renforcer la gouvernance locale, c'est donc renforcer la capacité de résilience de nos régions et communes et assurer la sécurité et le bien-être de nos populations. Dans ce contexte où les défis mondiaux exigent de réponses locales efficaces, il est essentiel de renforcer une coopération régionale et internationale structurée et coordonnée. La récente visite d'État du président Macron à Madagascar illustre l'importance d'une coopération soutenue et concrète entre nos deux pays. Le chef de l'État a également évoqué d'autres domaines de coopération entre Madagascar et la France, tels que l'énergie, à travers le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Voulbé, soutenu par EDF, géant français de l'électricité. Dans le secteur du transport, la réhabilitation de la ligne ferroviaire reliant Antananarivo à Toamasn a été rappelée, un projet déjà annoncé lors de la visite d'État du président français et qui bénéficie de l'appui de la France. Et puisqu'on parle de décentralisation, le député d'Arivounmam n'a pas encore convoqué les maires concernant le bénéfice du SIAD selon les maires des communes formant le district d'Arivounmam. Aujourd'hui, ils affirment que le chef du district travaille et demande son maintien dans ses fonctions car ce représentant de l'État a donné de l'importance au développement au niveau des communes sous sa responsabilité. Reportage sur les images d'Anzaran Janso. Une collaboration sans faille, c'est ainsi que les maires des communes du district d'Arivounmam qualifient leur coopération avec le chef du district au cours de 5 dernières années. Selon eux, il écoute les maires, se déplace sur le terrain et favorise le développement dans chacune des 23 communes du district. Le développement déjà amorcé au sein des communes ne repose pas sur des rivalités ou des calculs politiques et ce n'est pas le député élu récemment qui doit compromettre ce qui a été bâti depuis des années. Les maires soulignent que le député ne les a pas encore convoqués au sujet du SIAD et n'a pas encore été présent lors des réunions relatives au sujet de développement avec le chef de district et les maires. Pourtant, celle-ci se tient régulièrement. Les maires rappellent également que le chef de district d'Arivounmam incarne réellement la représentation de l'État au plus près de la population grâce à des actions concrètes et demandent donc la poursuite de cette collaboration. Les représentants des maires de district d'Arivounmam déclarent enfin que la majorité d'entre eux soutiennent et témoignent en faveur des actions menées par le chef de district. Partons à présent dans la partie sud-est du pays, dans la suite des actualités de ce jour. Un centre opérationnel a été mis en place dans le district de Mananzar à la suite de l'incendie qui a ravagé la zone. Ce centre a pour mission de coordonner la gestion des aides provenant aussi bien de l'État que des bienfaiteurs afin de venir en aide aux sinistrés. Aujourd'hui, une société chinoise a remis 3000 tôles destinées aux sinistrés. La gestion de ce don a été confiée au comité du centre opérationnel, a déclaré le député, le docteur Indjiarissan Maurice Lucien. Les détails avec Radou Ramananzatouf. À la suite de l'incendie qui a fait plusieurs milliers de sinistrés dans le district de Mananzar, ce centre a donc été créé afin de centraliser toutes les informations et de coordonner l'arrivée et la distribution des aides. Selon le représentant du BNGRC, les opérations se déroulent dans une totale transparence. Les donateurs peuvent collaborer avec les responsables locaux afin de tracer la destination exacte de leur aide. Les bénéficiaires sont identifiés en fonction des besoins recensés sur le terrain grâce à une coopération avec les chefs de Fukuntan et les comités locaux. Outre les aides gouvernementales, les autorités locales œuvrent également à la recherche de solutions durables pour la ville de Mananzar, a indiqué le député, le docteur Maurice. Des discussions ont eu lieu avec l'entreprise chinoise qui a fait don des 3000 tôles distribuées aujourd'hui par le centre opérationnel. Le député a également précisé que des aides continuent d'arriver, qu'elles proviennent de l'intérieur du pays ou de l'étranger, et que leur gestion se fait en toute transparence. Il a également lancé un nouvel appel à la solidarité pour soutenir les sinistrés de Mananzar. Le message officiel conclut qu'il n'y a aucune crainte à avoir concernant la bonne gestion des aides destinées aux sinistrés. Dans la suite des informations de ce jour, l'économie, la coopération internationale, la santé et le sport, ce sont les points qui ont dominé le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Yavlou. Le résumé dans un reportage de Rose Christelle Rakoutmalal.
Parmi les sujets majeurs, la participation de Madagascar au sommet du COMESA à Nairobi, au Kenya, du 8 au 9 octobre 2025. L'accent y sera mis sur la promotion du commerce, de l'entrepreneuriat et des projets durables répondant aux défis économiques. La préparation de la mission économique et commerciale de la francophonie, prévue en juin 2026, a également été abordée. L'objectif est de renforcer l'ouverture de Madagascar aux marchés internationaux. Il a aussi été annoncé lors du Conseil des ministres d'hier que la Banque africaine de développement soutient le projet PAGFI destiné à renforcer les capacités de gestion financière et économique. Les femmes et les jeunes en seront les principaux bénéficiaires. Par ailleurs, le pays se prépare à accueillir les 21 et 22 octobre 2025 la conférence régionale sur les stratégies de gestion des crises et du changement climatique en partenariat avec l'ONU et plusieurs organisations internationales. Un accord a également été validé avec le groupe Semlex Europe SA pour la production de nouveaux passeports malagasy. Sur le plan de la santé, le ministère prévoit la création de 300 nouveaux postes budgétaires pour les agents de santé afin d'améliorer l'offre de soins. Dans le secteur commercial, Madagascar a confirmé la poursuite de l'accord AGOA qui facilite l'exportation des produits malagasy vers les États-Unis. Parmi les grands projets annoncés figurent aussi des financements en faveur de l'énergie et de l'environnement, tels que la construction de centrales électriques à partir de déchets et la protection des zones agricoles et des bassins fluviaux. L'environnement et le développement durable sont également mis en avant à travers le projet de gestion intégrée des paysages terrestres et marins de Madagascar, notamment la protection des forêts et des zones marines, la réhabilitation des terres dégradées et le soutien à l'élevage ainsi qu'à la pêche. Côté sport, les karatékas malagasy, catégorie senior, cadet et junior, participeront à des compétitions internationales avec un appui financier et logistique de l'État. De plus, le gouvernement participera au financement et au transport de l'équipe nationale Barea A en vue des qualifications à la Coupe du Monde en octobre 2025. Tels sont les principaux points du Conseil des ministres d'hier, qui réaffirment la volonté du gouvernement d'améliorer les aspects sociaux, économiques et les relations internationales au bénéfice de toute la population malagasy. Voilà pour ce qui est des actualités politiques. Parlons à présent économie. Le centre d'innovation, d'entrepreneuriat et de leadership ou Ciel a été inauguré dans la commune d'Amboibar, district de Manzakanjin. Ce centre s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision de développement orientée vers la transformation du système agricole à Madagascar. L'objectif du Ciel ne se limite pas seulement à considérer l'agriculture et l'élevage comme source d'alimentation, mais également à en faire un levier de développement économique à travers l'entrepreneuriat, selon les propos du secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. Reportage de Aniel Martina et Stéphane Genap. L'installation de ce centre d'innovation, d'entrepreneuriat et de leadership au Ciel à Amboibar, district de Manzakanjin, sous l'initiative du gouvernement à travers le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire, vise à apporter des innovations dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Dans cette commune, où 95% de la population dépend de ces activités, les conséquences du changement climatique se font durement sentir, entraînant une baisse notable de la production locale. Or, la demande du marché ne cesse d'augmenter. Ce centre est ainsi une stratégie pour mettre en place une production de qualité, compétitive sur le marché. Toutes les actions commencent par la formation des agriculteurs, et c'est là l'une des priorités du Ciel. L'agriculture et l'élevage ne seront plus simplement considérés comme des sources d'alimentation, mais aussi comme des sources de revenus et des moteurs de développement, depuis la commune jusqu'au district et à l'échelle nationale. La commune d'Amboibar s'oriente désormais vers la transformation de son système de production. Le secrétariat chargé de l'autosuffisance alimentaire accompagnera étroitement la commune dans ces processus, notamment à travers l'introduction de nouvelles technologies agricoles, l'aménagement et la réhabilitation des infrastructures publiques et bien d'autres mesures. Amboibar dispose de vastes terres cultivables, outre le riz qui reste la culture principale pour plus de 90% des agriculteurs. La commune produit également des pommes de terre et de nombreuses autres cultures.
Le secteur privé et l'État travaillent ensemble pour la formation des jeunes dans le domaine du numérique. C'est précisément l'objectif de la signature de conventions de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'entreprise Huawei afin de valoriser les jeunes talents compétents en matière de technologie. Ces derniers ont d'ailleurs prouvé leur savoir-faire en remportant une médaille d'or lors de la 9e édition de la compétition internationale Huawei ACT Competition. Reportage sur les images de Zaran Jensou. Les jeunes Malagasy occupent déjà une place importante dans le domaine des technologies et du numérique au niveau international. La preuve, ils ont remporté la première place lors de la 9e édition de la Huawei ACT Competition organisée en Chine, une occasion pour eux de démontrer leurs compétences. 3 équipes malgaches ont participé à ce concours, 2 ont obtenu le premier prix et une autre a décroché la 2e place. Le numérique est constamment encouragé et renforcé conformément à la vision du gouvernement afin de permettre à ces jeunes de s'épanouir pleinement dans leur réalisation, de mettre en valeur leurs talents et surtout leurs compétences, a déclaré aujourd'hui la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De son côté, la ministre du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications a affirmé que l'État déploie déjà tous les efforts nécessaires pour élargir l'accès à Internet pour tous, un outil désormais indissociable du quotidien des étudiants et de la population en général. À l'ère du numérique, l'enseignement supérieur ne peut plus être dissocié à cette dimension. C'est pourquoi, en marge de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la Huawei ICT Competition, une convention de partenariat a été signée aujourd'hui entre Huawei et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans la page sociale de ce soir, les travaux de réhabilitation de 50 km de routes reliant 5 communes rurales du district de Muramang sont actuellement en cours, notamment de Belavabar à Antandij. Cette route est considérée comme un axe stratégique pour le développement du district car elle permet le transport des produits agricoles locaux selon les explications. Les travaux ont commencé il y a 3 jours à l'aide d'engins lourds mis à disposition par l'État, supervisés par la région. À l'Ochamangu, reportage de Aniane Martina et Sechan Jenab. 5 communes sont concernées par cette réhabilitation de route dans le district de Muramang, Belavabar, Ambuyurnun, Ampasiputsi, Madialaz et Antandij. En raison du mauvais état de cette route, le transport des produits agricoles locaux devenait difficile, surtout en saison des pluies. Et face à cette situation, les maires de ces communes, en collaboration avec la région Alochamangour, ont lancé les travaux de réhabilitation. Des engins lourds fournis par l'État ont été mobilisés. Et actuellement, les travaux se poursuivent grâce à un don de 1000 litres de carburant fournis aux communes pour faire fonctionner les engins. Cette initiative entre dans le cadre de la contribution locale au développement du district, en commençant par la résolution des problèmes locaux. Selon les explications, l'achèvement de ces travaux permettra de résoudre de nombreux problèmes rencontrés par les agriculteurs et contribuera à dynamiser l'économie des 5 communes. Néanmoins, les maires ont lancé un appel à la population pour qu'elle participe à l'entretien et à la préservation de cette infrastructure routière. Les litiges fonciers ont diminué jusqu'à 80% dans la région de Bonglav grâce à l'existence des BIF ou bureaux fonciers de proximité installés au niveau des communes couvrant les 30 communes locales, a indiqué le responsable principal du projet VACH foncier à Bonglav lors de son rapport présenté à l'Assemblée générale du BIMTT à Antirabé la semaine dernière. Le BIF représente l'une des ressources financières des communes leur permettant de promouvoir le développement local et surtout de faciliter le traitement administratif des dossiers fonciers des usagers. Cependant, certaines communes négligent le fonctionnement du BIF, ce qui en fait plutôt une charge pour elles. Les détails avec Noura Nirlant. Le projet VACH avait demandé l'implantation des BIF dans les 30 communes de la région de Bonglav il y a 9 ans. Ce projet, placé sous la tutelle du diocèse de Tirun Mandid, avait apporté un appui technique et matériel lors de la mise en place de ces BIF. Selon les explications, ces structures apportent aujourd'hui des avantages aussi bien aux communes qu'aux citoyens demandeurs de services fonciers. Toutefois, le BIF est devenu une charge pour d'autres communes de la région à cause de leur manque de rigueur et n'apporte pas de bénéfices tangibles à certaines populations, a ajouté le responsable principal du projet VACH foncier à Bonglav lors de leur rapport à l'Assemblée générale du BIMTT à Antirabé. A rappelé que la gestion des BIF relève entièrement de la responsabilité des communes
et que les solutions aux litiges fonciers locaux dépendent directement des responsables communaux. Dans les actualités internationales de ce soir, la flottille internationale pour Gaza transporte de l'aide humanitaire et des militants pro-palestiniens dans Nikosi Zewelile Mandela, petit-fils de Nelson Mandela. Les détails avec France 24. Unis pour Gaza, les 48 bateaux de la flottille se dirigent vers l'enclave palestinienne. La Global Soumoud est la dernière flottille à entreprendre ce périple, mais aussi la plus grande, dans le but d'acheminer de l'aide aux Gazaouis. Parmi les centaines de personnes à bord se trouve le petit-fils de Nelson Mandela, le héros sud-africain contre l'apartheid. S'exprimant sur France 24, Mandela l'assure, l'histoire de son pays est liée à la lutte palestinienne. Nous avons été profondément inspirés par les Palestiniens durant les jours les plus sombres de notre lutte pour notre libération. Et de nombreuses personnes comme mon grand-père ont été inspirées par les Palestiniens. Nous avons réussi à inverser la tendance et la propagande perpétuée par Israël de l'apartheid et ses partenaires occidentaux. À cet égard, nous assistons à des manifestations majeures dans chaque ville et village du monde entier. Les organisateurs assurent que 2 de leurs bateaux ont été visés par des drones la semaine dernière dans le port de Tunis, n'empêchant pas pour autant la flottille de prendre la direction de Gaza ce lundi. Elle a depuis dépassé la Sicile et devrait rejoindre l'enclave dans les prochains jours. À son bord, 500 tonnes d'aide, dont de la nourriture et des médicaments. Cette aide humanitaire est tellement nécessaire. Et je pense que depuis que l'ONU a déclaré qu'il y avait un génocide, nous allons maintenant mobiliser les pays pour garantir qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire pour protéger cette flottille Global Soumoud afin qu'elle puisse remplir sa mission. Il semble toutefois statistiquement peu probable que cela se produise. Le blocus imposé par Israël il y a près de 20 ans autour de Gaza a empêché toutes les flottilles précédentes d'atteindre l'enclave, y compris 2 tentatives récentes en juin et juillet. Et en France, la leader de la CGT, Sophie Bignet, a estimé aujourd'hui que la journée de grève à l'appel de l'intersyndicale était déjà un succès, tandis que son homologue de la CFDT, Marie-Lise Léon, a lancé un avertissement très clair à Sébastien Lecornu avant l'annonce des mesures budgétaires. France 24, toujours. Piquets de grève et blocages à Lille. Premières échauffourées avec des policiers à Marseille. Au moins 8000 Français se sont levés aux aurores pour protester, comme à l'entrée de ce centre-bus de Pantin. C'est non au gouvernement, c'est ras-le-bol, c'est plus de fric, c'est la vie chère. Ou devant ce lycée parisien. Les travailleurs, ils sont tellement méprisés actuellement par ce gouvernement et par M. Macron que en fait, ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis là pour la défense des services publics, pour demander aussi plus de justice sociale et de justice fiscale. Pas moins d'une centaine d'actions ont été recensées ce matin partout en France. Et pour faire face, c'est un dispositif de sécurité jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes de 2019 qui a été mis en place. 80 000 forces de l'ordre déployées, ainsi que 24 centaures et 10 engins lanceurs d'eau. La consigne, c'est d'être très réactif, d'être mobile, d'aller au contact dès lors qu'il y a des dégradations, des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. On sera intraitable, implacable. Leur cible, les casseurs qui pourraient se mêler aux manifestants. Au fil de la journée, 250 cortèges ont prévu de défiler sur le territoire. Partant à présent aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine au Fed a baissé hier ses taux d'intérêt pour la première fois de l'année dans une proportion jugée trop timorée par le nouveau gouverneur de l'institution tout juste promu par Donald Trump. France 24. Donald Trump le réclamait depuis des mois, c'est désormais chose faite. La Réserve fédérale américaine annonce une baisse de ses taux d'intérêt, une première depuis le début de l'année. Pour soutenir nos objectifs et compte tenu du changement dans la répartition des risques, le comité fédéral a décidé aujourd'hui d'abaisser notre taux directeur d'1 quart de point de pourcentage. Nous avons également décidé de poursuivre la réduction de nos portefeuilles de titres. L'annonce n'est pas une surprise, les investisseurs l'avaient anticipé depuis plusieurs semaines. Dégradation du marché de l'emploi et de la conjoncture économique, autant de motifs pour justifier une baisse des taux.
Mais faut-il pour autant y voir une victoire de Donald Trump ? On peut parler de demi-victoire de Donald Trump parce qu'en effet, il pousse depuis des mois pour que la Fed baisse ses taux, mais en même temps, c'est aussi la dégradation de la conjoncture économique qui explique le geste fait par la Banque centrale américaine. La Réserve fédérale américaine, créée en 1913 à la suite de plusieurs crises bancaires, est indépendante. Mais Donald Trump ne semble pas en faire grand cas. Pensez-vous que la Réserve fédérale est un organisme indépendant ? Elle devrait l'être, mais je pense qu'elle devrait écouter des gens intelligents comme moi. Je pense avoir un meilleur instinct que le président de la Fed. Pour alimenter un peu plus la confusion des genres, la nomination, approuvée par le Sénat lundi, de l'un des principaux conseillers du président, Stephen Miran, soulève des inquiétudes quant à la souveraineté de l'institution. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.